Europe 1. 16h-18h, Pascal Praud et vous. Et nous sommes toujours ensemble pour évoquer l'affaire Jubilard et depuis de nombreuses minutes, Didier nous attend et je le remercie Didier parce que vous avez beaucoup attendu, ça doit faire une 40aine de minutes que vous êtes avec nous. Vous avez écouté notre conversation, nos débats. Peut-être avez-vous quelques remarques, quelques observations, quelques questions peut-être. Vous habitez en Bretagne, pardonnez-moi. Oui, bonjour Pascal ainsi que tous les auditeurs. Alors j'habite la commune de Ploumoguer, c'est au fin fond de la Bretagne, au niveau de l'océan. Après la terre, il y a la mer. Et comment dites-vous cette commune, elle s'appelle comment ? Ploumoguer. Ploumoguer. Voilà, c'est juste au-dessus du Conquet. Juste au-dessus du Conquet. Je ne connais pas Ploumoguer. Non, c'est un petit mot très sympathique. À l'occasion, vous viendrez me voir. Mais le nom me donne envie d'aller vous voir. Ouais. Certes, il y a la mer, il y a l'eau, c'est très joli. C'est près de Lorient. Mais surtout à côté du Conquet. Vous voyez Brest je vois, c'est plus bas. Je vois Brest et je vois surtout l'aéroport de Guipava. Et lorsque je me posais à Guipava, déjà, je savais... Avec votre avion personnel ? Non. Je savais... J'adorais aller à Brest, même si la ville a été évidemment très abîmée pendant la guerre. Mais j'adorais aller à Brest. Et quand on se posait à Brest, tu sais... l'air, tu sais que t'es à Brest, tu sais que t'es en Bretagne. Et quand je dis ça aux Parisiens, ils ne me croient pas. Parce qu'il y a Brest déjà. Non, vous ne me croyez pas. C'est quelque chose. C'est pas la même chose. C'est de l'iode. Quand vous vous posez à l'aéroport d'Ajaccio, Napoléon, c'est pas le même air. C'est la vie. Bon, enfin, on n'est pas là pour parler de l'air. Non, Didier, pour embrasser à la limite. Comment ? Je dis pour embrasser à la limite. Embrassons-en. On est là pour parler de l'affaire Jubilard. Quel est votre sentiment et qu'est-ce que ça vous inspire ? Alors, je suis un Français moyen qui écoute les informations surtout sur Europe 1, mais pas seulement. J'écoute aussi la meilleure radio préférée de Julie William Godladel pour avoir des avis différents. Oui, France Inter. Voilà, pour pas la nommer. Et je comprends pas, ou alors on nous explique mal, nous, à nos Français moyens, comment des décisions de justice, surtout dans l'affaire Jubilard, peuvent être prises comme ça. C'est-à-dire que M. Jubilard, il n'y a pas de preuves sur lui, il n'a pas avoué non plus, il n'y a rien dans le dossier qui permet d'avoir une telle condamnation, et pourtant il est condamné. Oui, mais là c'est un juré populaire. Vous auriez été... La difficulté que nous avons, c'est toujours de parler dans les affaires judiciaires, et Philippe Bilger a raison, il nous dit, vous connaissez pas le dossier, vous n'étiez pas présent aux audiences. Oui. Ce que me disent également les journalistes, pour tout dire, parce que quand on a un avis, le chroniqueur judiciaire de la station, il me dit, vous n'y étiez pas, il se passe des choses parfois. C'est ce que Maître Garbarini appelle l'oralité des débats. Donc nous, on voit ça quand même de loin. Là, c'est un jury populaire. Ce ne sont pas des magistrats professionnels. C'est des gens... vous avez utilisé le terme de Français moyen. Là, c'est vraiment des Français comme vous et moi. Oui, mais Monsieur Praud, ne pensez-vous pas qu'ils soient influencés par justement les professionnels et qui... Ah, ça, c'est une bonne question. Alors là, je me tourne vers Monsieur Garbarini. Est-ce que le président, parce qu'il y a des films qui ont été faits là-dessus, et on a le sentiment que le président fait ce qu'il veut. C'est vrai ou pas ? C'est vrai. Non, mais vous savez, il y avait un avocat, un président de la cour d'assises à Paris, célèbre, fameux, qui disait toujours, quand il se réunissait, parce qu'après on avait eu des infos, il disait, vous avez entendu l'avocat ? Très bien, l'avocat. Alors l'avocat, très très bien. Ah oui, vraiment. Bon, c'est pas lui qu'on juge, hein. Donc, voilà, comme ça c'était fait. Non, mais c'est vrai qu'on peut imaginer que des gens qui sont perdus, en tout cas qui connaissent pas l'appareil judiciaire, qui arrivent pour la première fois. Il y a le charisme, charisme. Enfin, il a une influence puisque c'est le président. Donc il y a forcément le respect et il peut incarner le pouvoir, l'autorité. Oui, mais donc, c'est à lui d'avoir une éthique personnelle, de se retirer. Quand je dis se retirer... C'est la différence avec les États-Unis, puisqu'avec les États-Unis, le président ne participe pas au délibéré. Ce sont uniquement les jurés populaires qui se rendent, 12 hommes en colère, qui se rendent dans une salle où ils sont
tout seul. Alors que nous, ça c'est passionnant. Nous en France, ces jurés populaires qui suivent la tendance actuelle, puisque aujourd'hui, on voit bien sur les réseaux que les gens sont de moins en moins nuancés. C'est au chaud, vous trois perruques. Donc on se dit, est-ce qu'ils ne sont pas sensibles tout de suite au qu'en dira-t-on, un délit de sale gueule quelque part. La question n'est pas très claire, si vous me permettez. C'est au chaud, vous trois perruques. Je ne sais pas précisément. J'essaie de savoir ce que vous avez voulu dire. Est-ce que le jury populaire, n'est pas, comme les plupart des gens maintenant sur les réseaux, suit ce qu'on lui raconte un peu, voilà. La question n'est pas plus claire. Mais bon, je la regarde. Alors, d'abord, elle est moins claire la deuxième fois. D'émission pour te sortir une question aussi nulle. Je vous rappelle. Non mais elle torture. Je vous rappelle que des jurés ont jugé la mort et ont prononcé la mort il y a 10 ans, 20 ans, 50 ans. Donc les jurés, ils ont parfois été extrêmement sévères. Non, la vraie question. Est-ce qu'il est coupable? Non, pas de troisième fois. La question que pose Didier, qui est intéressante, et l'intuition qu'on a, et la manière dont vous m'avez répondu, j'ai compris qu'évidemment le président, en fait, a priori, le président doit avoir une forme d'éthique pour se dire, avec le poids que je représente, le charisme que j'ai dans un débat, etc., je dois les laisser faire leur propre opinion et ne pas intervenir trop. Bon, maintenant, si effectivement il a ce désir de manipulation qui est humain, s'il vous plaît, soyez sérieux. Bon, après, ça dépend des présidents. Ça dépend. Et puis, s'il y a 6 personnes, si par exemple vous avez une personnalité dedans qui est un petit peu remonte, et puis qui au contraire a envie d'entrer en conflit avec le président, ça peut se masser mal aussi. Absolument. Ce que je voulais dire. Il y a une alchimie qui doit s'opérer. C'est-à-dire que vous avez le président et les 2 autres magistrats, ils sont là aussi pour rappeler... C'est quoi les 2 autres magistrats d'ailleurs? Il y a le président et... un président et ces 2 autres magistrats c'est ce qu'on appelle les assesseurs? Ce sont les assesseurs qui sont tirés qui viennent épauler le... Mais eux, ils n'ont pas travaillé sur le dossier avant? Non. Ils sont juges. Voilà. C'est pourquoi je parle toujours de l'oralité des débats. Lorsque vous arrivez aux assises, les personnes qui connaissent le dossier, qui l'ont lu, c'est le président, l'avocat général, l'avocat de la partie civile s'il y a une partie civile, et l'avocat de l'accusé. Le reste, c'est-à-dire les 2 assesseurs ne l'ont pas vu. Les 2 assesseurs et les autres jurés ne l'ont pas lu. C'est-à-dire qu'ils découvrent tout à l'audience. C'est pour ça que pour répondre à Monsieur Ottaniente, c'est que... vous avez de la chance de pouvoir... Je peux vous dire, je vous félicite. Non, mais il a compris. Oui, bien sûr. Mais répondez à cette question qui n'a pas été posée. C'est au chaud, 3 perruques. C'est parce que, en fait, même si les jurés ont eu un raisonnement d'ores et déjà biaisé par le fait qu'ils aient entendu, lu, peu importe. Peu importe, parce que la découverte du dossier, l'audition des témoins, l'audition des enquêteurs, les différents intervenants vont forcément modifier ce qu'ils avaient lu avant. Merci, maître. Merci. Il y a le biais qu'incarne le président. Vous avez eu cette formule magnifique et subtile tout à l'heure. L'avocat, très très bien fait, très. Voilà. Mais il y a aussi la pression médiatique, parce que par exemple, dans le procès Grégory, vous vous souvenez, Bernard Laroche, qui est tué, en fait, il y a des médias, il y a une forte pression médiatique à l'époque qui le désigne comme coupable. Alors je dis pas que le père du petit Grégory le tue parce que la pression médiatique est trop forte, mais au-delà du biais du président, le biais médiatique sur ces grands procès me semble peut-être plus important. Mais il est présent. On peut pas aujourd'hui. Moi, ce que j'ai dit toujours, c'est que parmi le procès et parmi l'action judiciaire, ne pas dire que il existe la force des médias, c'est une erreur. Bien évidemment, il est rentré dans le jeu judiciaire. Le média est rentré dans le jeu judiciaire parce que vous allez avoir Ça, c'est pas nouveau. Hein. Non, c'est pas nouveau. Ça fait 50 ans. Oui, l'affaire Dominici. L'affaire Dominici, mais moi, c'est pas du tout une critique. Oui, ça toujours. Dans le temps, c'était François. Et vous savez que c'est à cause de l'affaire Dominici que la presse a été interdite d'audience. Parce que la presse est interdite d'audience. À l'époque,
ils avaient le droit d'enregistrer. Bon, maintenant, la loi a changé, mais pendant très longtemps, parce que la presse était présente, il y avait la radio qui enregistrait les débats, etc. Et l'affaire Dominici, il y a eu tellement d'exagération qu'à la suite du procès Dominici, c'est là où on a encore une fois autoriser les chroniqueurs judiciaires, mais il n'y a plus le droit à l'enregistrement en direct, aux photos, etc., etc. Bon, on va marquer une pause. C'est vrai que, par exemple, la célèbre plaidoirie de Robert Badinter, il existe un enregistrement pirate, la plaidoirie pour Patrick Henry. Et l'autre jour, il y avait un documentaire intéressant d'ailleurs sur Robert Badinter, et on entend quelques mots de Badinter, où la psychologie, là on n'est pas sur l'argument juridique, il va voir les jurés un par un et il leur dit la peine de mort sera abolie en France, elle sera abolie en France, et un jour, vous jurez, vous devrez parler à vos petits-enfants et vous devrez dire pourquoi vous avez jugé Patrick Henry et pourquoi vous l'avez condamné à mort. Et il pense que ça a été un moment de bascule. Et puis il y a autre chose, moi, parce que je suis comme Gérard Carreau, on est tous passionnés par ça. Robert Badinter dit, lorsque les jurys rentrent, Bontemps, Buffet, ils n'avaient pas regardé l'accusé. Et lorsqu'ils rentrent avec Patrick Henry, ils ont regardé l'accusé. Et ils voient dans le fait qu'ils aient regardé l'accusé, et ils voient qu'il sera innocenté. Et au contraire, parce qu'ils ne l'avaient pas regardé avant, ils voient ou ils imaginent qu'il sera condamné à mort. C'est passionnant. C'est passionnant. 17h14, à tout de suite. Restez avec nous, Didier, en direct de Ploumaguer. C'est bien cela? Ploumaguer. Je vais regarder Ploumaguer et je vais donner quelques informations sur Ploumaguer. Europe 1, Pascal Praud et vous. Il est 17h18, nous sommes avec Pascal Pierre Garbarini, qui est avocat aux assises. On dit pas avocat pénaliste, vous dites pas avocat pénaliste? Avocat pénaliste, oui. Mais avocat aux assises, vous le disiez tout à l'heure. Brigitte Bardot est sortie de l'hôpital après une intervention chirurgicale. Je vous donne cette information, elle est tombée à l'AFP il y a quelques minutes parce qu'il y avait beaucoup d'inquiétudes. Brigitte Bardot, je peux dire son nom, elle est de 1935, donc elle a 90 ans. Elle est rentrée chez elle où elle se repose après une intervention chirurgicale qui a nécessité son hospitalisation à Toulon, a indiqué vendredi son secrétariat dans un communiqué transmis à l'AFP. Et évidemment, comme c'est la dernière icône, me semble-t-il, du cinéma français, c'est vraiment la dernière, puisque Belmondo est mort, puisque Delon est mort, à chaque fois, il y a dans les rédactions des rumeurs, on peut le dire, et chacun est évidemment inquiet pour la santé de Brigitte Bardot, à qui on souhaite évidemment un prompt rétablissement. Et qui avait fait un superbe film, justement, de procès, La Vérité. Ah, La Vérité, c'est un film formidable. De Clouzot. La Vérité, c'est un film formidable. Exceptionnel. Charles Van, je crois que c'est Charles Vanel. Paul Meurice. Ouais, Charles Vanel. Vu qu'on parle souvent il doit y avoir Samy Frey aussi dedans. Bien sûr. Et alors, parce qu'en fait, elle est accusée, dans La Vérité, d'avoir tué Samy Frey, qui était le fiancé de sa sœur, qui est joué par Marie-Josée Nat. Exactement. Qui était corse, Marie-Josée Nat. De Bonifacio. Exactement. Et à la fin, je me souviens plus si elle est accusée, si elle est condamnée ou pas. Elle n'est pas condamnée parce qu'elle se suicide. Écoutez, il y a très longtemps que j'ai pas revu le film. Tournage très compliqué avec Clouzot. Oui, mais Samy Frey est toujours vivant. Et je crois que c'est le dernier vivant du film. Bah non, Bardot. Oui, bien sûr, mais parmi les personnages masculins, c'est le dernier vivant du film. Et il y a également dedans celui qui a été longtemps producteur, c'est Berry, qui joue dedans. Claude Berry, qui au départ avait commencé sa carrière comme comédien. Et comme ça marchait pas extraordinairement, il était devenu producteur. Et le président, c'est Louis Seigné. Louis Seigné, exactement. Extraordinaire acteur. Que dites-vous, Fabrice Lafitte? Samy Frey, 88 ans. Mais ça, je rêve d'interroger Samy Frey. J'adorerais qu'il vienne, mais... il a joué au théâtre de l'Atelier il y a pas longtemps, mais c'est la dernière fois, je crois. Mais Samy Frey, c'est un personnage, évidemment, c'est dans César et Rosalie. David. Bah bien sûr. Comme l'appelle Romy Schneider dans César et Rosalie, David. Et c'est un personnage tout à fait extraordinaire, intellectuel, qui a beaucoup fait de théâtre un peu haut de gamme. Dans Les Mariés de l'an 2 aussi. Les Mariés de l'an 2, oui. Bien sûr. Il joue un royaliste. Un général. Vous vous rappelez la première apparition de Brigitte Bardot dans un film? C'était dans Le Trou Normand. Oui.
exactement. Tout à fait. C'est dans le Trou Normand avec Bourvil. Voilà. Où elle est toute jeune. Toute jeune. Ouais. C'était la nouvelle Leslie Caron. Et le Trou Normand, c'est adaptation, je crois, d'un bouquin de Marcel Aimé. Ouais. Mais le Trou Normand. C'est un film de 1954. Ouais, exactement. C'est la première fois qu'elle intervient. Bon, ça nous. Au cinéma ce soir. Comment ? Non, c'est très intéressant. C'est Monsieur Cinéma. Il manque juste Pierre Tchernia. C'est Monsieur Cinéma. Bon, Didier, est-ce que vous avez. C'est intéressant ce que vous disiez évidemment sur ce côté moi français moyen, et je vous ai répondu, attention, c'est des Français moyens qui votent aussi, et ils ont voté la condamnation. Oui, c'est vrai, mais bon, la justice pour moi n'est plus impartiale comme elle peut l'être. Il y a des bonnes cases, il y a des bons juges, il y a des bons accusés, il y a des bonnes victimes. Bon, je ne crois plus trop à la partialité de la justice. Moi, je crois, comme vous venez de dire, elle n'a pas été jugée parce qu'elle s'est suicidée. Je pense plus à un jugement divin qu'un jugement humain dans l'heure actuelle. Donc on vous reconnaît. Oui, alors là vous m'avez perdu parce qu'on était dans la fiction. Je veux dire, c'est Brigitte Bardot, c'est une fiction quand elle se suicide dans le film La Vérité. Je pense que le destin aura plus d'impact sur si Monsieur Jubilard a vraiment quelque chose à se reprocher, ce sera pas. Mais il aura ce qu'il aura. Alors, ce qui m'intéresse aussi, c'est votre intime conviction. Donc, vous voyez ça de loin. Vous avez peut-être regardé, même parce que vous regardez des émissions, lu des témoignages, lu les journalistes. Vous avez le sentiment, par exemple, que Cédric Jubilard, il est innocent. Vous savez, vous avez parlé du jury populaire aux États-Unis. Aux États-Unis, il faut prouver son innocence quand quelqu'un vous accuse. Là, c'est pareil. On a l'impression que M. Jubilard doit prouver son innocence plutôt qu'on prouve sa culpabilité. Mais je suis d'accord avec vous, mais c'est pas ma question. Vous avez une intime conviction, ou vous n'en avez pas, ou vous êtes sur une question de principe, en disant, ben voilà, s'il n'y a pas de preuves, et la position de principe, elle me convient, moi. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de preuves, on ne condamne pas. Comme vous dites, j'ai pas participé au procès. Comme vous dites, je ne connais pas le fond du problème. Maintenant, moi, ce qui me dérange, d'après ce que j'entends et ce que je sais de l'affaire, c'est qu'il est condamné sans preuve. Oui. Il n'y a pas de preuves matérielles. Il y a ce qu'on appelle les faisceaux d'indices. Oui. Alors, Gérard Carrero disait tout à l'heure, Maître Garbarini, qu'aux États-Unis, il n'aurait pas été condamné parce que l'exigence de la preuve est plus décisive. C'est vrai que ça peut toujours choquer en France. On l'a vu, et vous faisiez un parallèle tout à l'heure avec le procès Sarkozy. Cette exigence de la preuve. Si moi un jour je me retrouve face à un tribunal, j'ai envie qu'on me condamne avec des preuves. S'il n'y a pas de preuves, les faisceaux de présomption, ça m'ennuie un peu. Oui, mais aux assises, je vous rappelle ce que dit le président avant de rentrer dans la salle de délibérer avec les jurés. Vous ne devez répondre qu'à une seule question. Avez-vous une intime conviction ? Oui. Point. Voilà, donc la conviction, elle se fait aux assises. Aux assises, dans les débats. Ah ben très bien, excellente. Vous trouvez que c'est une excellente chose ? Là, vous, sur le principe, vous n'avez pas envie de remettre en cause... Je remets rien en cause. L'accusation, elle doit rapporter la preuve, bien évidemment. Donc s'il n'y a pas de preuve... C'est son combat. Mais si la défense... S'il n'y en a pas une et qu'on est quand même condamné... Là, il y a des preuves. Les preuves, entre guillemets, elles ont été suffisantes pour les jurés, pour considérer que leur conviction intime était qu'il soit coupable. Ensuite, parce qu'on l'a pas assez dit, là, il va relever appel, donc il y a une deuxième cour d'assises qui va se prononcer. Donc au moment où nous parlons, s'il y a eu appel, il est redevenu innocent. Il est présumé innocent. Mais il va pas sortir quand même. Ah, il ne sort pas quand même. Mais maître, l'intime conviction, pardonnez-moi, ça peut se formater, ça peut se travailler sur le talent des avocats ou des avocats généraux ou de la tête de l'accusé. Vous voyez, vous pouvez vous faire en tant que juré populaire une intime conviction sur le talent de celui qui le défend ou celui qui l'accuse. Absolument, mais c'est notre justice. Bon. Et je dis au revoir à Didier. Qu'est-ce que vous allez faire ce week-end, Didier, en Bretagne ? Je vais profiter un peu des derniers rayons de soleil avant que la météo se dégrade. Mais il fait toujours beau en Bretagne. Vous avez prévu un petit dîner avec des amis ? Vous avez prévu d'aller boire du cidre, manger une petite galette, un phare breton ? Retrouver mon épouse que je quitte chaque semaine pour aller travailler. Je suis en déplacement, donc j'en profite mes week-ends. Bah écoutez, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Et qu'est-ce qui est prévu ce week-end donc avec votre épouse ? Ça va rester
rester entre nous, ça, monsieur Pro, s'il vous plaît. Ah oui, non, mais donc c'est la fin. Moi, quand vous revenez à la maison, après une semaine, quand vous revenez après une semaine de travail, oh là là. Bon, 17h26, je vais remercier vraiment Pascal Pierre parce que c'est vrai que vous venez maintenant régulièrement sur Europe 1, sur CNews, et c'est un bonheur de vous écouter parce que voilà, c'est beaucoup de charisme quand vous vous exprimez et beaucoup de connaissances aussi. Donc c'est un plaisir. On comprend toutes les questions. Oui. Même celles qui ne sont pas posées. Il a pas Vous savez que Pascal, très quick. vous savez que Pascal est également comédien à ses heures perdues. Ah oui, c'est vrai. Ben, il a joué dans un super film qui s'appelle La fille au bracelet. La fille au bracelet avec Anaïs de Moustier, Roche Dizem, Chiara Mastroianni. qui est un excellent film que j'avais vu, bien sûr, et vous jouez le président de la cour d'assises. Bien sûr, et avec une justesse. Donc si un jour vous faites c'est moins votre genre, disons, dans Camping, il y a moins de scènes de justice. Il y a moins de, il y a moins de robes. Il y a moins de scènes de crime. Plus de maillots de bain. Mais pourquoi pas? Non, mais c'est vrai. J'avais un ami qui c'est la pub. Vous nous en parlez un autre jour parce qu'il est 17h. Très bonne question. Très belle émission. Très bonne émission. Il a un Très bonne émission. De Fabien Cognier. Heureusement qu'il y a bénévolement.